Alors, Denis, il est connu évidemment comme dans la base de la passion, comme on disait déjà. Et il fait de l'astrophotographie depuis, de l'astronomie et de l'astrophotographie depuis de nombreuses années. Par contre, il y a une caractéristique que je viens de découvrir, c'est que normalement, quand l'évolution qu'on se donne en astrophotographie, on va commencer avec du DSLR, l'OBN, et puis migrer vers le CCU. Lui, part à l'envers de ce temps-là. Il a commencé à faire des expériences avec des caméras DSLR, et c'est ce qu'il va partager avec nous durant les prochaines 45 minutes. Et comme Denis n'a pas toujours se mettre dans les finances, il a demandé d'avoir la possibilité de faire sa présentation assis et sans se promener, donc vous ne le verrez pas, on va le cacher. Et puis Denis, tu as 45 minutes pour ta présentation. Ah, c'est marqué 58. Merci Rémi. Cette année, comme vous pouvez voir le titre, c'est marqué Analyse des performances d'une caméra DSLR Canon T3i, c'est une des dernières qui est sortie. Filtré, un autre défiltré, versus une caméra CCD SBIG ST10 qui est une des meilleures sur le marché. Pour répondre à la question de Rémi, pourquoi je me suis essayé avec une DSLR, c'est un peu une influence de tous les astrophotographes québécois qui envoyaient des super de belles images sur Astro-Québec et Astro-CCD. Moi, quand je voyais les images faites avec une DSLR, j'en revenais pas. Il dit là c'est incroyable cette caméra-là, elle a du potentiel. Puis c'est surtout aussi pour photographier les comètes. Puis avoir plus de champs que j'en ai que ma CCD, parce que c'est quand même très restreint comme champ, on va le voir dans la présentation. Fait que je m'étais procuré une DSLR pour faire la photo conventionnelle au mois de mai, pour le transit de Vénus. Puis finalement, je me suis décidé, il dit, on a une vie à vivre, moi c'est mon patois, j'ai une vie à vivre, en profiter. J'ai dit, envoyez un autre CCD, la même sorte, pas CCD, DSLR T3i, la même sorte, mais je vais la faire défiltrer par mon ami Renaud Van Landry à Gatineau. Et là, j'essaye ça. Puis je vous dis, je connaissais absolument rien des DSLR que j'ai découvert. Bon, si on fait une introduction, de nos jours, on a deux types de caméras qu'on trouve sur le marché en général. Il y en a plus que ça. On entend parler des DSLR. Ce que c'est une DSLR, c'est Digital Single Lens Reflex. C'est l'équivalent d'un appareil réflexe qu'on connaissait à l'époque, le petit miroir qui se lève, que la lumière passe à travers. Là. Et dans l'époque, c'était des films, maintenant c'est un capteur CMOS. Et on a également des caméras CCD, dont on retrouve tellement de sortes aujourd'hui sur le marché qu'on en perd le fil, on ne sait plus quel choisir. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comparer les performances de chacun. Il n'y a rien de mieux que faire une série d'analyses de ça. Fait qu'avant, évidemment, de me lancer dans les DSLR, j'ai lu énormément sur le sujet. Ce que je n'ai constaté, c'est que les avantages d'une caméra DSLR, c'est quand même un prix raisonnable. On parle de 500, 700 $. On a une matrice couleur, on appelle ça une matrice Bayer, je vais l'expliquer tantôt. C'est très versatile. Un appareil DSLR, je peux prendre des images de planètes, de la Lune en afocale, mettre une lentille 200 mm, 300 mm, mettre ça sur un télescope, c'est versatile, c'est le fun. C'est facile à utiliser, vous n'avez pas 50 choses à ajouter après ça, là. Quasiment tout est inclus. Ce qui est le fun aussi, c'est un grand champ, un très grand champ. On peut mettre beaucoup d'accessoirs et c'est disponible partout. Vous pouvez aller chez Photoshop, Best Buy, Lozo, vous en trouvez partout ces caméras-là. Les inconvénients, mais elles ne sont pas refroidies, donc on a une augmentation, la température extérieure va avoir une influence sur le bruit aléatoire qui se forme dans les caméras digitales, les caméras numériques. C'est moins sensible au rouge. On a parlé tantôt, tout le monde a parlé tantôt, c'est idéalement, on doit la faire défiltrer, je vais en parler tantôt. C'est quand même sensible à la pollution lumineuse ici en ville. Ça manque un peu de résolution parce qu'on a quand même des filtres directement sur les pixels. C'est des très gros fichiers à manipuler. Dans le cas d'une T3i, c'est 18 MB. En fait, c'est 18 mégapixels, c'est calculé, c'est 18 millions de pixels. Les fichiers, là, chaque fichier là, sont énormes. Ça prend un bon ordinateur. Puis pour faire nos dark, nos bias, c'est conventionnel à toutes les imageries numériques en astronomie, il faut faire des dark, mais il faut bloquer l'entrée de lumière devant l'objectif du télescope. Fait que ça, c'est un peu un inconvénient. Fait que pour trouver de sortir dehors, mettre un câble devant, alors qu'une CCD, tu
C'est ce qu'on appelle un obturateur qui se place devant. Les CCD, si on regarde les avantages, c'est très sensible. Très bonne résolution aussi. On peut utiliser le mode binning, ça c'est qu'on joint des pixels, mettons un pixel qui a une certaine grosseur, on peut les joindre 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. On prend l'information de 4 par 4 pixels, ce qui fait comme un super gros pixel. Fait que ça, par logiciel, on peut aller chercher l'information. Ça a le désavantage qu'on a moins de résolution, mais on a plus de sensibilité. On peut la choisir aussi, matrice couleur ou monochrome. C'est très versatile. On peut ajouter des accessoires comme des adaptifs optiques pour aider l'autoguidage, des roues à filtre, etc. Puis il y a possibilité de photographier différents filtres séparés en zone de pollution lumineuse. On va parler tantôt des filtres à bande étroite. En anglais, c'est des narrow band, comme l'H-alpha, l'oxygène 3, le S2, puis même le N2 maintenant. Bon, mais les inconvénients, c'est sûr, c'est dispendieux. Ça exige un ordinateur. C'est pas comme une DSLR pour faire ça avec sur le terrain directement avec photo. Là, ça prend un ordinateur. Et évidemment, qui dit ordinateur, on doit parfaitement maîtriser l'informatique. Qui ne connaît pas les fameux bugs qu'on peut retrouver partout en informatique? Mais là, on en a en masse. Il faut que vous soyez très patient et persévérant si vous lancez dans cette technologie-là. Et les champs sont plus petits. Les capteurs sont quand même plus petits. Quoique aujourd'hui, on a des capteurs de plus en plus grands, mais le prix va avec souvent. Puis là, il faut utiliser des accessoires comme des roues à filtre, des filtres séparés. C'est quand même des filtres pas mal plus dispendieux. Bon, les caractéristiques techniques d'une caméra Zbig ST10, si on regarde ici, ben, on a des pixels, la matrice contient 2184 par 1472 pixels. En dimension du capteur, c'est environ 15 mm par 10 mm. Notez bien cette dimension-là. On va regarder tantôt les DSLR. Ça fait l'équivalent d'une 3 mégapixels, comparativement à 18 qu'on va voir tantôt. Ce qui est le fun, c'est que les dimensions des pixels sont petits, c'est 6,8 microns carrés. Dans le cas de la ST10, elle n'a pas d'anti-blooming. Ce que ça fait d'anti-blooming, vous allez voir les effets tantôt. Si l'étoile est très brillante, j'expose trop, ça déborde ses pixels voisins, ça fait comme une ligne verticale. Fait que ça, c'est un peu un inconvénient, mais ça donne l'autre côté, c'est que vous allez chercher beaucoup plus de sensibilité si vous n'avez pas d'anti-blooming. Puis c'est ça que ça prend pour faire de la photométrie et de l'astrométrie, ce que je faisais à l'époque. Il y a un obturateur électromécanique, fait que donc, vous n'avez pas besoin de sortir dehors pour bloquer votre entrée de lumière avec un masque ou n'importe quoi. Il y a un shutter qui passe devant la matrice, donc ça fait des dark frames. Puis vous avez le mode binning, donc on peut joindre des binnings, les pixels 2 par 2 ou 3 par 3. Elle a également un système de refroidissement qui est régulé, ça veut dire que ça maintient la température. On peut descendre la température jusqu'à moins 35 degrés centigrades sous la température ambiante. Puis ça, c'est régulé avec un système de régulation à 0,1 degré, ce qui est bien bon pour abaisser le bruit de fond de la caméra. Malheureusement, dans mon cas, ici, la Zbig, ben moi, c'est une matrice noir et blanc, donc elle n'est pas couleur, elle n'est pas recouverte de petits filtres par-dessus les pixels. Et je dois m'acheter une roue à filtre avec chacun des filtres, L pour la light ou le filtre clear, ça bloque un petit peu l'infrarouge. RGB, c'est red, green and blue, c'est des filtres séparés. Et évidemment, vous pouvez ajouter des filtres à bande étroite, dont surtout le H-alpha, qui est extrêmement intéressant comme filtre. Bon, si on regarde la sensibilité chromatique, ici, vous allez dans la colonne de gauche, ici, QE, c'est Quantum Efficiency. Je pourrais exprimer ça par la quantité de photons qu'il reçoit, puis combien que le capteur va le capter. Fait que si on regarde dans le bleu, sur 100 photons qu'elle reçoit, elle va en capter environ 65, ce qui est très bien. Dans le vert, on en capte 85%. Et dans le rouge aussi quasiment. Puis si vous voyez un petit peu la bande H-alpha, qui est un petit peu à droite, c'est marqué H-alpha ici, petite ligne rose. Bien, vous voyez, moi, le capteur que j'utilise, c'est le KF3200ME. Bien, vous voyez, c'est très bon comme, pour capter le H-alpha. Puis encore là, dans l'infrarouge. Si on regarde les caractéristiques d'une DSLR T3i, bien, c'est pas une CCD, c'est une matrice, un capteur CMOS de 18 mégapixels, donc comparativement à 3 mégapixels pour ma CCD. La dimension du capteur, c'est 15 mm par 22 mm. Tantôt, j'avais 15 par 10. Donc, c'est 2 fois plus grand quasiment que ma CCD.
Le Digic 4, ça c'est le processeur, et chacun des pixels a 4,17 microns, comparativement à 6,8 pour ma CCD c'était 10. Elle supporte le format, le mode RAW, ça c'est un mode natif, ça veut dire que vous avez toute l'information contenue dans l'image sans aucun traitement, puis également le mode JPEG, puis il fait également du vidéo Full HD. Il y a un facteur d'agrandissement de 1,6 comparativement à l'ancienne 35 mm, c'est-à-dire si à l'époque des 35 mm, avec une lentille standard 50 mm, on avait un agrandissement de 1. Mais aujourd'hui, si on avait l'équivalent, ça serait comme 1,6. On verrait un petit peu plus grand. La vitesse d'obturation, on va de 30 secondes à 1/4 millième de seconde. Puis si on utilise le mode bulb, on peut faire 1 heure, 2 heures. Puis on peut même, avec un mode continu, d'aller chercher jusqu'à 3,7 images par seconde. Ça, c'est intéressant pour aller chercher, par exemple, la station spatiale qui passe devant la Lune et le Soleil. La gamme de ISO, ça va de 100 à 6400. En général, j'arrête à 1600. Alors ça, c'est le fun ici, c'est le mode Live View rotatif. Ça, si vous avez à choisir une caméra, puis vous avez la chance de tomber sur ça, choisissez-les. Parce que la plupart des DSLR, vous avez un écran ici qui est en arrière. Fait qu'imaginez, vous pointez au zénith, ben vous êtes quasiment couché à terre pour faire le focus dans votre petit écran. Là. Alors que le mode ici, Live View rotatif, mais là, vous avez simplement qu'à tourner votre écran, vous êtes debout, vous voyez, faites votre focus dessus. Ça apparaît peut-être anodin, mais c'est extrêmement important, ce mode-là, puis j'adore utiliser ça sur ma caméra. Juste ça, c'est déjà beaucoup d'avantages avec l'utilisation de la caméra. Il y a un self-timer aussi, où on peut photographier soit 2 secondes ou 10 secondes. Si vous n'avez pas de câble déclencheur, on se sert du self-timer. Il n'y a aucun système de refroidissement. La dynamique, ça veut dire que le nombre de teintes degrés qu'on peut atteindre par pixel, c'est 16 384, comparativement à 65 536 pour la ST10. Et un autre avantage, elle est très légère. Ça, j'en revenais pas, la légèreté de ce caméra-là. Bon, la sensibilité chromatique du capteur CMOS DSLR Canon T3i, ou en général les Canon. Comme Thomas l'a expliqué, on a les 3 bandes ici, le bleu, le vert et le rouge. Puis on voit un petit peu dans la ligne pointillée verte qui est le H-alpha. Fait que vous voyez que le capteur il est très sensible au bleu, au vert. Puis à mesure qu'on s'en va légèrement vers la droite, vers le rouge, on en perd beaucoup. Et là, évidemment, dans l'H-alpha, c'est rendu très faible. Ça, c'est avec la caméra qui n'est pas défiltrée. Ce qu'on a l'habitude de faire en astronomie, c'est qu'on va enlever, vous voyez ici, vous avez le capteur dans l'image qui est ici à gauche. On a le capteur CMOS, puis par-dessus, on a une espèce de petit verre qui est comme bleuté, hein, couleur cyan. On le voit dans l'image en bas à droite. Et on enlève ce filtre-là, le filtre IR-Cut, et là, on va regagner la sensibilité dans le rouge de la caméra. Ce que ça fait, si on prend une photo ordinaire, avec une caméra qui n'est pas défiltrée, bon, évidemment, on voit très bien, hein, c'est fait pour ça. On voit une belle photo couleur, mais avec une caméra défiltrée, si je prends la même chose, regardez la teinte que ça donne une teinte rouge. Et c'est bon, par contre, pour les nébuleuses, on voit qu'on va chercher le rouge, la nébuleuse d'Orion aussi. Et lorsqu'on prend une photo avec une DSLR, la première surprise qu'on voit, on voit une image comme ça ici, en mode normal. Vous voyez, l'image est pâle, interne, on voit à peine l'objet. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai utilisé la première fois ma DSLR. Même, je me suis demandé, il dit, coudonc, c'est pas si bon que ça, une DSLR. Je voyais rien, tu sais. Mais la photo était normale, elle n'était pas traitée. Et l'avantage, un gros avantage d'une DSLR, c'est qu'elle donne une photo couleur. Puis regardez comment ça fonctionne. Vous avez votre matrice CMOS, puis chaque pixel ici est recouvert d'un filtre R pour rouge, G pour vert, green, et bleu. Et chacun des filtres, ça, on voit l'image un petit peu en dessous, ça c'est évidemment une image agrandie. On voit un peu le système des filtres par-dessus les pixels d'un capteur Bayer. Et c'est un peu arrangé comme ceci. Fait que vous avez mettons un pixel recouvert d'un filtre rouge, vous avez 2 verts, après ça vous avez un bleu. Puis lui, il fait le vert sert un peu à doser les teintes intermédiaires. Fait que, selon l'objet photographié, la sensibilité dans le rouge va être captée par le filtre rouge, dans le vert va être captée par le filtre vert et dans le bleu par le filtre bleu. L'inconvénient de ça, c'est qu'on perd un peu de la résolution. Bon, vous utilisez une DSLR pour l'astrophotographie, il faut le mettre en mode manuel. On oublie le mode automatique, c'est manuel.
On met en moyenne un ISO, ça joue entre 800 et 1600. Moi, j'utilise 1600 ISO. On utilise le mode bold, donc on peut faire des 30 secondes et plus. Je peux prendre des 5 minutes, des 10 minutes. Le cell timer, si vous n'avez pas de déclencheur à distance, ça peut être utilisé. Moi, je vais le mettre à la caméra sur un trépied qui a une téléphoto. Je me servais du cell timer de 2 secondes, 5 ou 10 secondes. Et on utilise seulement le mode RAW. Ce mode RAW-là, c'est, comme je vous dis, c'est natif, c'est toute l'information d'image. Mais il y a également le mode JPEG que vous pouvez utiliser. Dans le cas de la DSLR T3i, peut-être ou d'autres aussi, mais la mienne, il y a les deux. Fait que je peux ajuster, la sélectionner, c'est marqué RAW et JPEG. Fait qu'autrement dit, le mode RAW, vous voyez absolument rien. Ça vous prend des logiciels avec des décodeurs pour voir ça. Par contre, le JPEG, on peut le voir avec Photoshop, avec IrfanView, toutes sortes de petits logiciels qu'on utilise, et ça vous donne un aperçu de votre image. Fait, moi, je conseille de le mettre peut-être en mode RAW et JPEG. Puis évidemment, aucune compression. Il n'est pas question de mettre de compression. Fait que si vous avez dans votre menu des compressions, parce qu'on va avoir ça le plus naturel possible. Alors, la grande question, DSLR ou CCD, ça c'est probablement beaucoup de vous autres qui posez la question, si vous êtes en devenir des astronomes, qui vous voyez éventuellement, je m'intéresse à l'astrophotographie, je peux en parler des DSLR, en parler des CCD, tout ça. Lequel je vais choisir? Bien, c'est ça. On va évaluer les performances d'un appareil photo DSLR ordinaire, un qui est filtré, l'autre qui est défiltré, puis on va comparer ça à une CCD sur des objets célestes identiques avec le même instrument. Fait que moi, j'ai décidé de faire ces tests-là. Ce que je vais faire avec ma caméra CCD, j'ai simplement utilisé le filtre clair, le filtre luminance, le filtre qui est transparent. Je n'ai pas fait de LRGB parce que c'est quand même plus compliqué. J'ai dit, je vais juste prendre des photos avec le filtre clair et le H-alpha, qui est quand même un filtre extrêmement sombre. Quand vous regardez à travers ça, vous ne voyez rien. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut aller chercher ce filtre-là. Et ça, c'est important, le filtre H-alpha en pollution lumineuse ici dans la ville. On va en parler tantôt. Et vous allez voir que les analyses des images que je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez tirer vos propres conclusions. On arrive à des performances incroyables avec les deux types de caméras. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Fait que le télescope utilisé pour faire les tests, c'était un télescope ici, un réfracteur Teleview NP101. Très bonne qualité d'image, c'est un quadruplet, fait que ça coûte une petite fortune, ce petit télescope-là. J'ai acheté au printemps pour le transit de Vénus une monture transportable. J'avais le choix de m'acheter une IEQ 5, mais je suis tombé sur la Ioptron, puis je vous jure, cette petite monture-là, c'est tout petit. Ça supporte 45 livres et ça fonctionne à merveille, autant pour le Goto que pour le suivi. Une vraie petite bijou de monture, puis je vous le recommande. Vous avez ici le IEQ45 GTM. Ici, moi, j'ai un focuseur électrique avec encodeur. J'utilise le logiciel Focus Max, il fait un focus automatique. Ça, c'est bien le fun dans l'astrophotographie. Et là, ici, ce qu'on voit, DSLR, et on peut soit mettre la DSLR, un appareil photo. Évidemment, la DSLR, il faut avoir un module pour brancher avec le fil, parce qu'on ne laisse pas sur une batterie ordinaire. Là. Il faut avoir un module qui prend la place de la batterie, qu'on peut brancher sur 120 watts, puis ça nous donne l'électricité pour toute la nuit sans problème. Ça, il faut absolument avoir ce câble-là. Et on peut remplacer la DSLR par le CCD, c'est la même chose. Évidemment, il faut prévoir l'humidité. Fait que moi, je me fais des chauffes oculaires et des chauffes lames correctrices de télescope avec du fil de microne. Ce que c'est du fil de microne, c'est un fil enrobé d'une gaine. Donc, si on passe un courant électrique dedans, le fil il chauffe. Je suis fait des bandes électriques. D'ailleurs, si vous allez sur mon site web, vous allez voir les trucs, comment les fabriquer, à très peu de frais. Fait que ça, c'est une vue d'ensemble et le télescope, c'était un NP101. Vous voyez par-dessus le petit télescope guide, fixé à l'autoguidage, qui est simplement l'équivalent d'un chercheur 9x50 qu'on a remplacé l'oculaire par un petit CCD de guidage Starshoot. Ça se vend tout le kit au complet. On met ça en piggyback et ça fonctionne parfaitement bien. Mais il ne faut pas que vous oubliez que ça n'a pas une longue focale. C'est 540 mm de focale seulement. C'est un 10 cm f5, c'est tout petit. Mais je dirais que si vous commencez en astrophotographie, que vous ne connaissez rien, commencez avec un petit instrument comme ça, une lunette là, avec une petite monture équatoriale, avec un système de même. Là. Vous n'aurez pas de trouble, c'est totalement différent d'un gros télescope, ceux qui connaissent ça. Où ont été prises des photos? Chez moi, à Val-des-Bois, moi je demeure à l'Outaouais, à peu près 1 heure au nord-est de Gatineau-Hall.
Vous voyez ici la zone de pollution lumineuse qui est blanc, mais c'est mortel, c'est tout lavé. Moi, je suis un peu à la limite du jaune et du vert. Fait que c'est quand même très bien, je vois très bien la Voie lactée. La seule pollution lumineuse que j'ai, c'est vers le sud-ouest, où on a Gatineau, Ottawa, malheureusement. Les logiciels d'utilisation pour faire les tests, j'ai utilisé pour la DSLR le Backyard EOS, qui est un excellent logiciel. Je vous le recommande. Maintenant, je fais tout avec Maxime DL. Je vais en parler tantôt. Je faisais mes photos avec le CCD avec Maxime DL. Mais Maxime DL fait autant du DSLR. Fait qu'au début, je ne connaissais pas beaucoup le DSLR. Mais j'utilisais Backyard EOS. Et regardez les images que ça me donnait à l'écran. Vous voyez la teinte pâle avec à peine, on voit ici la nébuleuse de la dentelle. Fait que quand je voyais ces images-là apparaître, puis il n'y a aucun moyen d'ajuster l'histogramme, d'ajuster du contraste, je me posais de sérieuses questions. C'est peut-être pas si sensible que je pense. Là, mais ça, c'était la première impression. Le logiciel de traitement d'image, grâce à notre ami Martin Magnan, qui va nous faire une belle présentation sur PixInsight, j'ai découvert ce logiciel-là. Je me suis tapé les 10 heures de vidéo qu'on a faites là-bas là, sur la session didactique, puis ça m'a bien aidé. Aujourd'hui, je maîtrise de plus en plus le traitement d'image grâce à ce logiciel-là, qui mérite d'être découvert. Pour la prise des images CCD, moi, je me sers du logiciel Maxime DL, qui est extraordinaire pour prendre des images. Je ne fais pas aucun traitement avec Maxime DL. Je fais simplement la prise des images avec ça. Même le pré-traitement, enlever les darks, les biases, tout ça, je fais tout ça avec PixInsight maintenant. Ce qui est le fun avec Maxime DL, vous programmez votre séquence de photos. Fait que vous avez une fenêtre ici, Autosave, vous ouvrez ça, vous sélectionnez ici dans la case ici tous vos filtres, RGB, H-alpha, tout ça. Le temps de pause, le binning, si vous avez une DSLR, c'est le ISO, et le nombre de pauses. Vous partez votre guidage, vous laissez aller ça, puis ça sort automatique, puis là, c'est tout contrôlé à distance en passant, je fais à la vie de paresseux. Là. C'est avec un réseau sans fil, j'utilise TeamViewer, le logiciel gratuit. Je contrôle mes télescopes à distance. Les télescopes sont dehors, je suis en dedans dans la maison, puis je fais plein d'affaires en même temps. C'est comme un observatoire. Là. Pardon? Tu veux dire que tu restes assis? Ben, je bouge dans la maison un petit peu quand même. Je suis à vaisselle, je fais des choses-là. Ben, c'est le fun. Ben, on vieillit tout, hein. Fait on vient paresseux. Mais ça ne m'empêche pas, je fais de l'observation pareil. C'est juste une petite anecdote à passer. L'autoguideur, ça, c'est un Orion Starship monté sur un petit chercheur, comme je vous ai dit tantôt, d'environ une lentille de 50 mm. C'est à peu près une focale de 250 mm, c'est vraiment pas gros. Et ça, le Starship d'Orion, c'est pas refroidi. Là. Quand vous voyez l'image de ça, là, wow, il y a des lignes, il y a du bruit, tu te demandes, c'est juste les points blancs que je sélectionne, ces étoiles, mais le restant, c'est affreux. Je ne pourrais pas faire de belles photos avec ça, mais pour l'autoguidage, ça fait un job. C'est excellent. Et avec Maxime DL, on enclenche l'autoguidage, puis ça va très bien. Il faut que, évidemment, vous avez le petit tableau en bas à droite, il faut que ce soit à l'intérieur d'un pixel autant que possible. Quand c'est tout à l'intérieur d'un pixel, on part de la prise de photo. Et une caractéristique extraordinaire de Maxime DL, on appelle ça en calibration astrométrique, ou en anglais c'est Platesol, c'est que vous prenez une image, lui, il va la comparer au Geistar catalogue, le catalogue d'étoiles de Geistar catalogue, qui peut aller jusqu'à 15. Il va reconnaître les étoiles que vous avez dans la photo ici, avec les étoiles du Geistar catalogue, puis là, il va vous faire ce qu'on appelle une calibration astrométrique, fait qu'il sait exactement c'est où dans le ciel, puis il marque ici les informations sur votre télescope. Il vous donne l'angle de position de votre caméra, fait que c'est les tournées, comme là, je suis à 94 degrés, fait qu'un tourné vers l'est. La longueur focale que ça vous donne, votre système, c'est 560 mm. En réalité, moi, c'est 540 mm par focale de mon télescope, mais vu que j'ai un focuseur électrique, j'ai un petit tube pour mettre ma caméra, il y a un petit jeu dans ça, ça augmente la focale un peu, et ça te donne l'échantillonnage par pixel. Dans ce cas ici, c'est environ 2 secondes d'arc par pixel, ce qui est excellent. C'est ce qu'on recommande. Et ça, quand vous prenez votre image de ça, ça vous permet de pointer votre objet céleste en plein centre par 2 manipulations seulement. Fait que vous prenez la première image, faites un play de sol, lui il sait ce qui est où dans le centre de l'image, vous allez cliquer sur votre objet, faites un autre go-to, là il se place en plein centre. C'est merveilleux ça. De Sky X Pro, il y a ça aussi. Ça, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Et lorsqu'on voit apparaître une image aura, tu sais, tu te mets dans ta tête, tu te dis, je vais avoir une image couleur, comme une photo, monsieur tout le monde. La première fois, j'ai pris une photo avec ma DSLR, je l'ai affichée dans le logiciel Maxime DL. Ben, je voyais une photo de noir et blanc. Si je la grossissais, regardez qu'est-ce que je voyais.
Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est comme prenez une photo dans le journal, puis vous agrandissez ça avec une loupe, puis vous voyez tous des petits points blancs, des petits points noirs. J'ai dit, là, je capotais, j'ai dit, je comprends plus, là. J'ai une image couleur, puis c'est ça que ça me donne, j'ai essayé de comprendre. J'ai écrit à Martin, qui connaissait pas mal Martin Maillan, qui connaissait pas mal les DSLR. Il dit, ça, c'est la matrice Bayer. Il faut que tu fasses un D-Bayer. Ah bon? Fait qu'on en découvre des choses quand on commence. C'est pour ça que je fais des didacticiels dans le Forum Astro-Québec. Il dit, c'est tous les trucs que moi j'ai eus. Si on peut éviter ça à plein de monde, tant mieux. T'sais. Et quand on applique le D-Bayer, vous voyez l'image, c'est comme ça qu'elle devient. Elle devient une image normale en couleur. Fait que soyez pas surpris si vous utilisez un logiciel comme Maxime DL ou même PixInsight, parce qu'on met une image en RAW, elle sort bizarre, elle sort noir et blanc, elle sort tout. Mais il faut appliquer une fonction D-Bayer. Puis tu as ça aussi dans Maxime DL. À force de lire, on découvre tout ça. Ah, l'importance de faire un flat fee. Souvent, les gens disent, moi, je me casse pas la tête, je n'en fais pas de flat fee. Voici une image d'un flat fee, de M33, la Galaxy M33, sans flat fee. Vous voyez la bande ici, noire autour, on appelle ça du vignetting. Puis les points noirs ici, c'est des poussières qu'on a sur le capteur, ou la petite vitre par-dessus. Et vous voyez très bien le dégradé, c'est bien brillant au centre, c'est son au bas. Si on fait un flat fee, ça, c'est on photographie, moi je le fais sur le ciel le matin. Fait qu'on pointe dans le ciel quand il commence à faire clair un peu, qu'on prend des images pour que l'histogramme soit à peu près la moitié. Et ça sert à corriger notre image. Fait que si je fais le va-et-vient ici, entre les deux, voyez-vous la différence? Ça fait une maudite belle correction. Fait que moi, je vous encourage à en faire. Vous pouvez même faire des bandes de flat fee, des bandes de dark. Vous en servez si vous avez pris ça dans les mêmes températures, vous faites des biasses. Et si vous n'en faites pas de flat fee, dans le logiciel PixInsight, vous avez une possibilité de faire une modélisation de votre fond de ciel avec la fonction Dynamic Background Extraction. Ça, Martin va sûrement en parler. Bien, vous avez un exemple ici d'une image qui est en cours avec un dégradé. Ça, les gens qui prennent des photos de DSLR en ville, qui ont toujours des problèmes de dégradé. Bien, pour essayer d'équilibrer l'image, de la mettre le plus uniforme possible, on applique cette fonction-là qui est un peu comme un flat field artificiel. Mais ça donne quand même des résultats intéressants. On part d'une image comme ça ici à ça, parce que là, l'image à gauche, elle a été faite sans flat field. Alors qu'à droite, c'est la modélisation avec la fonction Dynamic Background Extraction dans PixInsight. Ben moi, je vous encourage à faire des flat fields. Et en astrophotographie, on ne prend pas une image d'une heure de temps. Ce qu'on prend, c'est qu'on prend une série de courtes images, exposées, exemple, 5 minutes, j'en prends 10, 15, 20, et je combine tout ça. Regardez la différence. Dans l'image de droite, vous avez la nébuleuse de dentelle, ici, dans le fond du ciel, l'espèce qu'on voit ici, ce que je pointe avec mon curseur, c'est le fond du ciel. Voyez-vous comme il est granuleux? J'ai simplement 4 images de 5 minutes, c'est l'équivalent de 20 minutes, ça. Mais si j'en prends 22 images de 5 minutes, c'est 110 minutes. Regardez la différence, c'est le même champ. Là. Vous voyez, les étoiles, c'est la même étoile, les deux photos. Mais vous voyez beaucoup le fond du ciel, il est vraiment plus beau. Puis regardez l'étoile qui est ici, que je pointe avec le curseur dans l'image de gauche. Bien, si je regarde à droite, vous ne la voyez pas, l'étoile. Donc, accumuler des images, gênez-vous pas de prendre des équivalents, vous allez rire de moi, là, des 2 heures, des 3 heures, des 4 heures, des 6 heures, vous allez dire, il est fou. Mais vous allez voir des images incroyables. Les pros, là, ils ne gênent pas pour en prendre eux autres. Oups, je me suis trompé le bouton. Regarde, on commence les analyses. Fait qu'ici, on compare une image prise avec la caméra CCD, la SBIG ST10, munie d'un filtre hydrogène alpha, une seule image de 10 minutes, versus, là, j'ai donné toute la chance avec les DSLR possibles. J'ai fait l'équivalent de 4 par 5 minutes, donc l'équivalent de 20 minutes avec le DSLR. Si on remarque à première vue, regardez les étoiles. Bien, lui, il n'y a pas de filtre. C'est simplement de la matrice ordinaire, sans aucun filtre. C'est tel quel. Des étoiles, il y en a, puis les couleurs, la nébuleuse, elle ressort très bien. Il n'y a pas beaucoup de traitement d'image dans ça. C'est seulement que le stretch, Martin va vous en parler, c'est qu'on élève la dynamique pour voir les détails en général. Mais regardez le filtre HL-FA, ce qu'il fait ressortir, lui. C'est qu'il va bloquer les étoiles, en grosse partie, mais il va vous laisser passer ce que la nébuleuse émet en hydrogène alpha. Fait que déjà, si on regarde les petits détails ici de la nébuleuse versus celle du DSLR, on voit beaucoup plus de détails dans celle de la nébuleuse à gauche, prise avec une CCD H-alpha versus, ça c'est une 10 minutes. L'autre c'est 20 minutes, c'est 2 fois plus long. Mais quand même, l'image est très belle. Si vous voulez avoir des belles images, regardez
À l'écran, c'est pas aussi beau que sur mon écran à moi ici, là. Mais ça vous donne quand même une idée. Là, j'ai fait des différentes sections plus agrandies. Mais regardez les détails ici, la nébuleuse, les petits détails, les filaments, tout ça, versus c'est la même image des deux, le même agrandissement, sauf que il y en a un qui est pris avec une DSLR T3i défiltrée, versus une CCD avec un filtre hydrogène alpha de 3 nanomètres de longueur d'onde de bande passante. Ici, on la voit très très bien nébuleuse. Les petits détails dedans, avec le filtre H-alpha, CCD, on ne la voit pas tellement bien. Puis regardez le fond du ciel, comment il est granuleux, je le vois très bien ici. Même avec une 20 minutes, là, ça s'est agrandi quand même pas mal. Et là, j'ai évalué les magnitudes, parce que c'est le fun d'aller voir jusqu'où je me rends en magnitude. Ben, j'étais allé chercher la base de données Aladdin, le logiciel Aladdin, la base de données des PPMXL, pour aller chercher les magnitudes les plus faibles, parce que dans les logiciels comme The Sky, on utilise la base de données, j'avais UCA3, mais je me rendais plus bas que ça. Là. Je voyais mes étoiles, je vois encore plus faible que ça, ce que je vois dans The Sky. Donc, The Sky n'est pas suffisant. Il faut aller chercher une base de données plus professionnelle qui va me chercher encore plus loin. J'ai évalué dans une image de 10 minutes, prise avec le fil H-alpha, je me suis rendu à l'insulte 15.43. Puis avec la DSLR en 20 minutes, imaginez 17.5 avec un 4 pouces. Hey, ça commence à être faible, ça, là. Ça, déjà là, j'ai été étonné de voir jusqu'où on peut se rendre avec une DSLR défiltrée. Denis, est-ce qu'il y a du blooming sur la DSLR? Il n'y en a pas de blooming avec une DSLR. La DSLR, il n'y aura pas de blooming de ça. Avec le CCD, tu vas en voir tantôt. Puis ici, c'est la même image, mais moins grossie. C'est juste pour vous montrer un peu plus d'étoiles. Je ne sais pas si ça va bien à l'écran. Donc, on voit la petite étoile la plus faible que je peux voir ici. C'est 15.43 dans mon image de 10 minutes en H-alpha que le CCD. On voit très, très bien ici que j'ai beaucoup plus d'étoiles. Les deux que j'ai ici, c'est les deux qu'on voit. C'est le même champ ici qu'on voit. C'est tout le même pattern d'étoiles que dans Aladdin. Mais là, je me rends 17.5. Oui. Non, j'ai pas d'achat avec mes DSLR, mais tu vas le voir, j'ai filtré et défiltré. Mais j'ai pas d'H-alpha avec une DSLR, j'en avais pas de fil de ça. Ouais, il faudra pousser des tests. Mais ça, il faut acheter. Il faut acheter des. Là, je fais rien que des tests. Ah, on sait jamais. Il devait vivre. Regardez, si je prends 11 images de 10 minutes, là, on pousse. Là. Fait que je suis rendu à 110 minutes de H-alpha que le CCD, avec 110 minutes de DSLR. Là, on compare des pommes avec des pommes. Alors, regardez la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai beaucoup plus d'étoiles maintenant dans mon image de H-alpha. Puis là, je commence à accoter pas mal la DSLR. Là. Mais regardez les détails ici, là, les filaments et tout ça. Là. Ça, il n'y a aucun traitement. C'est juste un stretch là, avec PixelSight. La même affaire dans l'autre. On voit beaucoup de détails dans H-alpha. La sensibilité des CCD, c'est ça l'avantage. Là, je grossis un petit peu. En gros, là, regardez les sections, analyser. En passant, toutes les conférences cette année sont enregistrées. Vous allez tout avoir accès, vous allez avoir le son et l'image. Puis probablement aussi que les PowerPoint, vous allez pouvoir revoir ce que je vous dis là en détail chez vous dans votre salon. Analyse des magnitudes avec une image de 110 minutes CCD versus la DSLR. Mais là, je me rends à 17.7. Hey, c'est faible, ça, 17.7. Et évidemment, ça dépend du ciel aussi. Ce soir-là, c'est ça que j'obtenais, mais ça ne veut pas dire que je vais me rendre, j'aurais pas meilleur. Cette semaine, j'ai fait des photographies avec le CCD. En 5 minutes, je me suis rendu à 19.5 avec ma CCD ST10 sur un astéroïde. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est encore une image H-alpha 110 minutes. Bien, voyez-vous, j'accote 17 maintenant. Tantôt, j'avais 15 pour une 10 minutes. Mais là, j'en ai 11 de 10 minutes, donc l'équivalent de 110 minutes. J'ai atteint 28 plus 17. La DSLR, même temps d'exposition, 110 minutes aussi. 22 images de 5 minutes. Et j'ai atteint 17.7. Ça commence à être faible, ça. C'est incroyable. Et là, on s'amuse. Là, j'ai été chercher la galaxie d'Andromède. Là, c'est des CCD. Une avec le filtre H-alpha, qui est à gauche. L'autre avec le sans filtre, le filtre clear, L, la luminance. 10 minutes chacun. Regardez le blooming, c'est les petites lignes. Là, c'est parce que mon image est tournée, là, parce que normalement, c'est vertical. Voyez-vous, les étoiles brillantes, là, photographie de 10 minutes, là, ça dépasse, là, ben, ça déborde ses pixels voisins. Il y a des caméras que vous achetez qui sont sans anti-blooming. Autrement dit, vous ne verrez pas dépasser ça. Ceux-là sont moins sensibles. Moi, je voulais avoir la plus sensible parce que je veux justement utiliser les filtres H-alpha
et narrowband, puis faire de l'astrométrie, de la photométrie aussi, si je veux faire des recherches comme ça. Mais regardez l'image de gauche. Voyez-vous les petites taches dans les bras spiraux, là? Ça, c'est toutes des nébuleuses dans la galaxie d'Andromède. C'est incroyable. C'est le même équivalent dans l'image de droite, mais vous les voyez quasiment pas, les nébuleuses. Fait que le fait H-alpha va chercher les nébuleuses dans les galaxies aussi. Ça, si on veut faire du scientifique, là, c'est le fond. Fait que là, ça, c'est dans la partie en bas d'Andromède. Fait qu'encore là, c'est une 10 minutes seulement. Mon image est plus bruitée, mais je la vois quasiment pas. Là. Si on regarde l'équivalent dans l'autre image, je la vois quasiment pas. Je vais aller grossir un peu. Voyez-vous les bandes ici, ça c'est tout. Moi, quand je regardais ça, je m'amusais, c'était pas croyable de voir. Ce que j'ai remarqué, c'est tout dans les bras spiraux externes. Vous n'avez quasiment rien à gagner vers le cœur ici dans les là. J'en ai une coupe ici, là. Mais ici, j'en vois pas du tout. Mais par contre, dans le dernier bras, là, c'est plein, ça fait quasiment le tour de la galaxie. Puis vous n'avez pas l'équivalent si vous ne mettez pas de filtre H-alpha. J'en ai d'autres ici, là. Voyez-vous ici, cette petite tache qui est ici, là, vous ne la voyez pas si vous prenez avec un CCD sans filtre. C'est des nébuleuses à émission, on la voit très bien ici. Ouais, ça, vous regarderez ça chez vous à temps perdu, là, vous allez voir que c'est incroyable. Fait que ça ici, il y a 135 minutes. J'ai comparé une image de 40 minutes en H-alpha, comparativement à une image de 135 minutes sans filtre avec un CCD. Même là, j'ai moins de bruit de fond, j'ai évidemment de blooming, mais je ne vais pas chercher plus les nébuleuses, là. Mais je vais chercher pas à peu près avec le H-alpha. Je n'ai pas essayé l'O3, je n'ai pas essayé le N2, je n'ai pas essayé le S2, rien de ça. Mais c'était juste des tests que je faisais. Et là, c'est encore là dans d'autres parties de la galaxie. Fait que voyez-vous, ici, les bras spiraux, ici, là, moi, j'en venais pas de découvrir les galaxies. Puis je veux m'essayer aussi dans M33, puis je veux faire des recherches d'étoiles variables aussi dans la galaxie, des céphéides, tout ça. Là, je grossis encore plus, là. Fait que les deux photos sont identiques. Fait que vous voyez les grosses taches ici qu'on voit, c'est toutes des nébuleuses diffuses, des formations d'étoiles dans Andromède, qu'on ne voit quasiment pas sans filtre. Fait que les filtres ont un gros avantage, encore ici. On voit un peu des bancs de chambre, mais ça, c'est des nébuleuses. Ça, c'est des nébuleuses comme Orion. Puis, ça, j'en ai une belle grosse tache ici. Là. On ne la voit pas pendant tout ça. Maintenant, évaluation des magnitudes. Je me suis rendu à la magnitude 19 quasiment, avec ces photos, sans filtre. Fait CCD sans filtre, c'est 19. Puis cette semaine, j'ai atteint 19,5. Bon, fait que c'est encore là, la base de l'Aladin. Ça, c'est une image de H-alpha. C'est 40 minutes avec le H-alpha. Je me suis rendu à 40 minutes à 17. En 10 minutes, je me suis rendu à 15. Mais en accumulant plus d'images, je gagne en fond de ciel. Puis je vais chercher plus de détails dans la galaxie. Et là, même les magnitudes des étoiles augmentent. Fait que vous avez l'avantage d'aller chercher le maximum d'exposition que vous pouvez, autant que la DSLR qu'avec le CCD. Et 18,4, ça, c'est que j'ai atteint ce soir-là avec une image qui est équivalente à 135 minutes sans filtre. Alors là, on va comparer une DSLR qui n'a aucun filtre à part de la matrice. On compare avec la H-alpha. Ce que j'ai trouvé intéressant de la DSLR, regardez bien tantôt, quand on regarde les agrandissements de ça, c'est encore là l'équivalent des deux images. Voyez-vous ici, les H-alpha, les nébuleuses, on les voit super bien. Mais dans la couleur, dans la DSLR, on voit plein de petites étoiles bleues. C'est les zones de formation d'étoiles, ça, là. Fait que si vous faites la correspondance autour des étoiles qui est ici, là, voyez-vous ici les petites taches qu'on voit, mais là, vous voyez toutes des étoiles bleues. C'est super géant bleu dans la galaxie, ça. C'est pas chez nous, là. C'est l'autre bord. Regardez le paquet ici, là. Regardez le paquet ici. C'est une DSLR nettoyée, défiltrée, ça, là. OK? 120 minutes. Là, je compare une 40 minutes de H-alpha, 3 nanomètres, où on voit très bien les zones de nébuleuse. J'ai dit, moi, aller voir l'équivalent. Mais regardez la tache ici, là. Ça, c'est la nébuleuse. Mais ici, c'est les étoiles. Fait qu'il y a de la science à faire avec une DSLR. Tu sais? Merveilleux. Alors, les bras, regardez les bras spiraux quand ils ressortent bien avec une DSLR, c'est écœurant. Vous allez voir la nébuleuse tantôt au complet, là, c'est merveilleux. Moi, j'aime ça voir les couleurs, j'aime ça voir les bandes ici. Je vois un petit peu de rose ici, c'est probablement les nébuleuses. Mais regardez ici, on les voit très bien. Je pourrais faire l'équivalent en couleur aussi avec une CCD, n'oubliez pas ça. Là. Elle sortirait probablement encore plus belle que la DSLR, mais j'ai pas mal plus de manipulation à faire. J'ai quasiment rien à faire avec une DSLR. C'est ça que je trouve le fun. Regardez ici, c'est une zone de formation d'étoiles, on appelle ça NGC 206, c'est dans Andromède. C'est toutes des étoiles supergéantes en formation. Ici, on ne voit pas beaucoup de nébuleuses, là, mais on la voit très très bien ici avec la DSLR. C'est un 4 pouces, là. J'ai pas de 8 pouces, j'ai pas de 10 pouces. Là. Ah, celle-là, je la trouve super belle.
Ben, voyez-vous les zones ici de nébuleuses? Celle-là, regardez comme on la voit bien, cette nébuleuse-là. Mais regardez ici, là, si on regarde l'équivalent, c'est toutes des étoiles bleues qui apparaissent sur mon écran. Ça. Des grosses étoiles bleues. Même chose ici. Ici, j'en ai une belle nébuleuse ici. Ici, je vois un petit peu de rose, puis je vois du bleu. Puis regardez les bras spiraux, les bandes de poussière dans l'Andromède, c'est malade, là, tu sais. Puis c'est le fun avec une DSLR, c'est 18 mégapixels, tu peux zoomer dans la galaxie, tu te promènes dans la galaxie, c'est malade, là, tu vois tes dedans, là, tu sais, c'est fou. Et ça, c'est le fun, regardez ça, là. Ça, ici, je vois tous des points bleus foncés ici, là. Puis j'ai été voir sur les images prises avec le Aladdin, et c'est exactement la même chose. Il n'y a pas rien d'artificiel, c'est tout naturel, puis c'est ça que je trouve le fun. Encore là, c'est des petits détails, des petits points rouges, des petits points bleus, des gros points bleus, tu te ramasses ensemble, des amas d'étoiles dans la galaxie Andromède. C'est un 4 pouces. C'est fou. Tu sais, moi, je capote quand je vois ça. Quand je regarde les images que les gens envoient partout, là, moi, je prends le temps de regarder les détails, puis c'est ça qui m'impressionne, c'est ça qui m'a amené au DSLR. C'est fou, là, mais c'est ça. Vous avez tellement fait des belles images que je dis, moi, il faut que je m'essaye avec ça. Mais honnêtement, là, je suis tombé en bout de ma chaise quand j'ai travaillé avec ces images-là. Fait qu'encore là, les bandes sombres, ici, je vois plein de petites bandes sombres là, avec du rose, puis du bleu, puis c'est l'équivalent. Ah, ça, c'est NGC 206, mais agrandi, là, je vais fouiller dans l'image. L'équivalent, la même grosseur qu'une CCD, mais clear, là, pas d'H-alpha, là. Il n'est pas traité rien, c'est juste puis regardez ici. Je vous dis, elle, par contre, elle a été traitée. J'ai tout donné la chance à DSLR. J'ai rien donné au CCD. Il dit, on va t'en enlever, toi, on va t'en donner. Mais c'est effrayant que tu peux faire. Là. C'est juste pour vous montrer comment une DSLR, c'est extraordinaire. Ici, là, on compare une DSLR avec une CCD sans fil 120 minutes. Mais on atteint 19 les deux. Fait que la CCD, la DSLR accote la CCD. Si on prend une image de 120 minutes. Donc, amusez-vous des comètes faites, des astéroïdes faits. Des bras spiraux, des galaxies, des nébuleuses, c'est merveilleux. Et là, je compare les trois. Fait que j'ai une image ici de 40 minutes en H-alpha, avec la CCD. J'ai une image sans filtre, 120 minutes ici, puis j'ai une image DSLR T3i défiltré Canon, 120 minutes. Fait que 17.26 pour 40 minutes, ce soir-là, évidemment, dans le H-alpha, mais vous vous dites, le H-alpha, c'est normal qu'il bloque les étoiles, mais il laisse passer le H-alpha. Mais sans filtre, j'atteins 19, puis DSLR, j'atteins 19 aussi. Regardez ce que ça donne. Avec une DSLR. Ça, c'est ma galaxie que je vous ai montré des sections. Galaxie Andromède, T3i défiltré. On voit M110 qui est ici, on voit NGC 206 qui est ici, avec des bras spiraux. Moi, quand j'ai vu cette photo-là, regardez les couleurs, tout ça, c'est fait avec PixInsight. Je vous jure, PixInsight, là, Martin nous a fait découvrir quelque chose de fantastique, mais il est quand même complexe. Là. Ici, c'est la nébuleuse, voyons, la dentelle. Mais regardez les étoiles, là, ça. Il y en a des étoiles, c'est effrayant. Tout le monde me disait, il y a bien des étoiles dans ton image, mais c'est dans Voie lactée, ça, là. Hein? C'est normal, tu sais. Regardez les Pléiades. Ça, écoute, moi, je ne serais pas capable d'accoter ça avec ma CCD parce que c'est trop sensible une CCD. Il faudrait que je prenne des pauses de peut-être 2 secondes. Peut-être encore, ça serait trop. Hey, c'est brillant, ces étoiles-là. Mais lui, il prend ça. Regardez, là, il n'y a pas de blooming après ça. Puis là, des détails ressortent. Moi, je regarde des petites étoiles tout petites. Je regarde des filaments sur mon image ici. Je ne les vois pas tellement bien sur l'écran en avant, mais ici, je vois tout ça, là, les filaments. Moi, je suis émerveillé de mon image de même. Bien, pas juste l'aspect esthétique, là. L'aspect un peu des gaz, de la science qu'on peut faire avec ça. Orion. Regardez Orion, comme c'est beau à voir ça. C'est la nébuleuse de Running Man, ici à côté. Tu la vois tout dans le même champ. C'est ça qui est le fun. Tu as un grand champ avec ça. Là. Ça, c'est défiltré. Regardez, ça a la nébuleuse de la bulle dans Cassiopée. Et ça, c'est la mode ouvert M52. J'aurais probablement pu être capable de faire mieux encore que mes images. Là. Je vous dis, je viens d'apprendre le logiciel au mois d'octobre. On est au mois de novembre. Je me suis tapé les 10 heures de vidéo qu'on avait faites là-bas. Là, ça m'a bien aidé. J'ai appris. Et la galaxie M33, c'est merveilleux de voir ça. On voit des bras spiraux, on voit plein de petits points bleus partout que je vois dans ça. Ça, c'est des étoiles dans la galaxie. Ça, c'est pas chez nous, c'est ailleurs. Je vois des petits points roses ici. Des petites taches roses, c'est des nébuleuses, des zones de formation d'étoiles dans la galaxie à côté. Là.
Et on voit ici des petites bandes sombres, ici des petites taches sombres qui ressortent. Alors, je regarde ça aux jumelles, c'est une petite tache floue. Je regarde ça avec un 12 pouces sur là qui court l'instant noir. À peine si on voit un petit peu la forme, tu regardes ça avec une DSLR en 5 minutes, puis là, tu tombes à terre. Tu sais, c'est effrayant. Ah, c'est du fun à voir ça. Je dis, j'ai hâte de voir les images quand elles apparaissent une après l'autre. Ça, ici, c'est la nébuleuse du Croissant, dans le signe. Encore là, regardez les étoiles qui sont autour de ça, c'est fantastique. La comète Ergen-Rotter, le 23 octobre. Bon, le logiciel PixInsight, qui a une fonction d'alignement sur le noyau de la comète, ce qui fait qu'on aligne toutes nos images sur le noyau de la comète, et là, des étoiles en arrière des fils. Mais je ne serais pas capable d'avoir une belle image demain qu'une CCD. Parce que j'ai 3 fils séparés. Il faut que je prenne une image avec le filtre R, G, B, mais pendant ce temps-là, la comète s'est déplacée. Fait que toutes vos étoiles vont être RGB, RGB, RGB. C'est 3 couleurs qui vont apparaître, c'est pas si beau que ça. Et ça, ben, on voit tous les détails de la comète. Puis les gens qui ont observé la comète, ils m'ont dit, Seigneur, ça ressemble pas à peu près à ce qu'on a vu, nous autres, au télescope. Tu sais. Et là, je fais une comparaison DSLR filtré et défiltré. Attachez bien vos trucs, là. Avant de défiltrer vos futures caméras, là, asseyez-les avant. Vous allez voir. Fait que défiltrer, c'est ça, ici. Et sans défiltrer, c'est ça. C'est tel quel, ça. Là, les caméras que vous achetez au commerce, là, l'asseyez sur votre télescope. Je vous le dis, là, puis c'était peut-être pas les meilleures conditions. J'ai eu des conditions très difficiles cet hiver, cet automne, à cause de l'humidité chez nous, là, des brouillards et tout. J'ai scrappé un paquet d'images, là. Il y avait la Lune aussi, fait que, regardez, c'est peut-être pas les meilleures images, mais regardez bien celle-là. Et à filtrer et défiltrer, là, pas une grosse différence, là, dans Andromède. C'est sûr que le bleu et le vert, ça sort très bien, là. Mais j'étais vraiment surpris de voir ça, là. Regardez les Pléiades. Les Pléiades, c'est bleu. Ça, c'est pas compliqué. Le bleu est très sensible avec ça. Mais regardez Orion. Filtré et défiltré. Il n'y avait pas de grosse différence, là. Hein? Là, j'ai travaillé pas mal à traitement d'image. Je vous le jure, là. Filtré, je donne le max, là. Avec le PixInsight. Mais regardez, là, j'accote quasiment le défiltré. Là. Puis au niveau de la sensibilité, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Si je mets les deux photos noir et blanc, là, défiltré, non défiltré, je me sors au même niveau que PixInsight, j'arrive pareil les deux. Fait que c'est fantastique. Regarde, Thomas, ta galaxie, là, fétiche. Mais ça, c'est grossi. C'est NGC 891 avec non défiltré. Bien, ça, c'est les détails qu'on voit. Une belle galaxie, mais de 12, 13 dans Andromède. On voit quand même la bande sombre. C'est très bien. Et ça, c'est encore sans défiltrer. On voit ici, encore là, ça dépend des conditions. Ça, c'est la nébuleuse du voile, où on voit un petit peu dans le centre ici. Je n'avais pas fait de flat fille, ça, c'est un champ modélisé. Là. Puis je vois encore des petites taches un peu qui apparaissent ici de mes poussières. Là. Mais quand même, on voit très très bien. Là, avec une défiltrée, on aurait traité ça beaucoup mieux, mais il y aurait moyen de faire mieux avec ça. Là. Bon, je vais terminer avec la photographie dans la pollution lumineuse. Évidemment, les DSLR sont très sensibles à la pollution lumineuse. Il faut mettre des filtres Bader, anti-pollution, tout ça. Jean Vallière, lui, demeure à Sainte-Thérèse. Lui, a un télescope comme le mien, un RCX 1000, mais un 10 pouces. Moi, j'ai un 12 pouces. Lui, il est en zone de pollution lumineuse effrayant. Il est dans le blanc. Il ne peut pas voir pire, là, quasiment à Montréal. Là. Ça, c'est son télescope. Il a tout modifié, son télescope, l'électronique. Il s'est fait une rallonge sur sa remise. Ça a l'air d'une remise à une rallonge. Ça n'a pas l'air d'un observatoire. Il commente tout à distance avec un réseau comme moi. Regardez bien les images qu'il a réussi à faire. J'ai été chercher ça avec sa permission sur son site web. Fait qu'il marque, lui, voici une sélection d'images d'objets de ciel profond pris chez moi en ville de Sainte-Thérèse, où la pollution lumineuse est très forte. Lui, il voit une magnitude 4 au zénith. Fait que baisser, là, c'est encore pire. OK? Puis jamais il voit la Voie lactée. Et c'est surprenant ce qu'on peut obtenir avec une caméra CCD. Évidemment, avec des filtres de narrowband, de H-alpha, ces choses-là. Puis là, il dit, c'est aussi ici que l'expression « voir l'invisible », ça prend un sens particulier. Les objets que vous voyez là, c'était pris chez eux dans la pollution de blanc. En tout cas, j'ai été chez eux. C'est plein de maisons, c'est plein de fils électriques, c'est un petit peu de ciel qu'il y a, puis c'est blanc le ciel, c'est rouge le soir. Regardez bien les images qu'il a faites avec une CCD, c'est ça. C'est ça d'avantage une CCD, c'est très sensible. Tu mets des filtres H-alpha dessus ça et tu vas chercher. Et regardez bien la prochaine image. Là, c'est encore pire. Là, il photographie la nébuleuse M16, qui est au-dessus de Montréal,
de son observatoire, de cette nébuleuse était noyée dans la pollution lumineuse à seulement 30 degrés au-dessus de l'horizon. Puis ça, Daniel Borcard, il m'a tellement impressionné que ces images. Lui, il était un peu pareil. Il photographie au-dessus de Montréal, puis tu sors l'hélix, puis tout super beau, tu vois les couleurs, tu vois tout ça. Encore là, avec des fils dans la bande étroite, dans la bande. 30 degrés au-dessus de l'horizon sud, direction Montréal, température chaude et humide l'été, en cours de la haze, la canicule d'été. Il faisait 22 degrés à 26 pendant les pauses. Regardez bien l'image. Puis là, j'ai dit à Jean, c'est quasiment, ça ressemble un peu à Hubble, regardez bien celle-là. Les Pillars of the Creation que j'ai mis à côté, même avec Register, on peut mettre ça à la même. Là, j'ai dit, regardez ça comme il faut, là. Au-dessus de Montréal, l'été, avec un 10 pouces, lui, c'est Hubble Space Telescope, là. OK? Regardez ici, là, les détails de ça, là. Regardez ici, là, la petite tache blanche qu'on voit là, là. Regardez les étoiles autour, c'est des étoiles en formation, ça, là. Regardez ça ici. Hey, c'est chez eux, dans la pollution lumineuse, dans le blanc, là. On n'y est pas, là. Il n'est pas à la Vélandry, là, dans l'aéroport, là. Il est dans sa cour chez eux. Puis il contrôle ça de chez eux dans sa maison. Fait que tu peux tout faire ce que tu veux dans ta maison. Pendant ce temps-là, tu prends des photos chez vous. Fait que c'est ça la force d'une CCD. C'est que probablement, tu ne seras pas capable d'accoter une DSLR. Fait que, vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients les deux. Ça, c'est la galaxie NGC 891 qui a fait chez eux dans sa pollution lumineuse. Incroyable, les détails de ça. Regardez, il y a la dumbbell. Là, il y en a d'autres sur son site. Vous allez voir son site, vous allez dire, ah, tabarouette, c'est pas incroyable. Ben, je conclue avec ça, une chance que Thomas, tu m'as donné du temps, c'est pour ça que je prends mon temps. Fait que, moi, je considère que les caméras DSLR, là, excellent. Excellent. Je vous jure, là, j'avais peut-être un parti pris pour les CCD, mais je connaissais rien que ça. Mais vous m'avez influencé par vos photos. Oh, là. Moi, je ne regarde pas l'argent. Je m'en fous. C'est le fun d'utiliser ça. Ça existe. On est là sur la Terre, on ne sait pas combien de temps qu'on est là. Ah oui, on est des passionnés, on achète. C'est une manque de raisonnable. Si sont un prix raisonnable, c'est 700 pièces, mettons. Là, c'est rendu à 500 pièces, la T3. La T4 vient de sortir. Là. Très facile à utiliser, très sensible au niveau des magnétites, ça coûte une CCD. 19 tantôt qu'on a eu. Puis là, j'ai dit 17.5 pour une exposition à 20 minutes, puis t'es à couleur tout de suite. Tu vois tout en couleur tout de suite. Ça, c'est le fun à voir. Et je considère que c'est un choix logique, mais comme Rémi a dit, moi j'ai commencé à l'inverse. J'ai commencé avec une grosse CCD à gros prix, puis je finis avec une DSLR. T'sais. Alors que vous devriez faire l'inverse. Moi, je conseille ceux qui commencent, achetez-vous donc, pas vous casser la tête, là, une bonne DSLR. Faites-la même pas défiltrée. Commencez avec une DSLR. Monture équatoriale de type allemand, le Q5, là, le Q6, là, ça a de l'allure, ça va bien, puis le monde a ça ici. Et du télescope, là, transportable, pas trop pesant, une lunette de 4 pouces, c'est bon en masse. Puis vous allez être obligé d'acheter un fil si vous êtes en pollution lumineuse. Allez voir des gars comme Rock là, qui connaissent ça au bout, puis même Martin, des filtres anti-pollution, eux autres connaissent ça. Moi, je n'en ai pas de ça. Je suis en campagne. Puis, ça prend un filtre anti-pollution si vous êtes en ville. Mais ça a des avantages. Ça diminue un petit peu la sensibilité chromatique du capteur. Mais par contre, sans filtre, c'était écœurant dans un cellulaire. Venez au lac Éco, votre DSLR, venez prendre des belles photos. Fait que, les CCD, par contre, si vous êtes chez vous en ville, dans votre cours de la pollution effrayante, considérez peut-être l'achat d'une CCD. Avec des filtres narrowband, comme Oxygène 3. Bon, c'est sûr, ça coûte plus cher. Mais vous avez vu Jean Vallière ce qu'il a fait. Si vous êtes un passionné, puis si vous êtes comme moi, vous avez une vie à vivre, vous voulez en profiter, surtout à notre âge, gênez-vous pas d'acheter une bonne CCD avec des fils narrowband, puis vous allez avoir du fun. Puis c'est recommandé de faire des travaux scientifiques, parce que là, on va parler ici tantôt des sciences. La science, on peut faire ça. Ben, moi, tantôt, je vous ai montré un exemple. H-alpha avec la nébuleuse Andromède, la galaxie Andromède, c'est écœurant, les nébuleuses qu'on trouve dans ça. Je vais m'essayer CAM33 aussi. Si vous voulez faire des courbes de luminosité d'étoiles variables, Damien va sûrement en parler, mais gênez-vous pas avec ça. Les CCD, c'est parfait pour ça. Peut-être moins les DSLR, mais les CCD, c'est recommandé. Faire de la recherche d'étoiles, des planètes extrasolaires, ça, je pense que Mario va en parler de ça. Il fait un travail extraordinaire dans ça. Faire de l'astrométrie. En mesure d'astéroïdes, moi j'ai découvert 2 astéroïdes en faisant l'astrométrie avec une CCD sur mon 10 pouces. Puis des comètes aussi. Fait qu'il y a tout un monde là, qui vous attend de merveilles, même chez vous en ville. Même vous vous mettez dans la tête que vous avez des leçons à apprendre.
soyez persévérants, soyez patients, parce que tout ça, ça exige un apprentissage. C'est pour ça qu'on fait des accueils, puis des colloques CCD, puis des camps d'astronomie, puis on met des didacticiels sur le Forum Astro-Québec pour vous aider à essayer de cheminer et éviter les problèmes qu'on a. Puis je vous dis, si vous achetez une caméra CCD sans anti-blooming, vous avez 30% plus de sensibilité qu'avec une avec anti-blooming, mais ça fait des belles photos, par contre, avec une anti-blooming. C'est à considérer. Fait que finalement, je termine sur ça. Quel que soit l'appareil que vous utilisez, soit une DSLR ou une CCD, vous allez avoir le même niveau de satisfaction. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez plein de défis qui vous attendent. Puis, c'est le fun de découvrir par soi-même ces objets célestes-là. On a toutes des photos d'Hubble, on va le chercher sur Internet, on a des logiciels, mais il n'y a rien de plus fun que de voir l'objet dans un télescope. Moi, ce que j'ai du fun, c'est qu'au lac Écho, avec mon 12 pouces, que j'ai fait moi-même, je note tous les objets célestes que je veux photographier, puis quand je les photographie, mais là, je tombe en bas de ma chaise. C'est petit tabarouette. Le maximum que je voyais dans Andromède, c'est une petite tache noire, il fallait que je tape mon télescope un peu pour montrer qu'elle est à peu près là. OK, là, je vois une petite bande à peine visible. Mais là, ça te sort d'en face avec une DSLR en 5 minutes, là, tu sais. Puis en 10 secondes avec une CCD. C'est fou. Fait que c'est à vous autres à faire votre choix. Puis les ressources, mais regardez, vous pouvez aller voir mon site web, je vais t'expliquer, vous avez les forums Astro-Québec. Puis c'est ça. Fait que c'est la fin. Fait que je suis rentré en 15 minutes, en 45 minutes, Rémi. Merci. Chaque année, tu me fais de plus en plus. En fait, merci beaucoup, Denis. Puis peut-être des questions, si vous voulez, on peut en faire quelques-uns. Il me reste 7 minutes. 8 minutes. Et comme vous avez pu voir, Denis nous fait toujours des présentations sans émotion, sans passion. Alors, allez-y pour les questions. Oui? Denis, as-tu envisagé d'utiliser la luminance de la caméra CCD avec la couleur de ton DSLR pour prendre des images? Ah, on va faire ça. Non, mais c'est beau, mais on le voit. Tu nous as présenté les images. Les images à la même échelle. On voyait très bien qu'il y avait un potentiel là, assez incroyable d'utiliser la luminance du CCD avec des pauses. C'est une bonne idée, Martin, je n'y ai pas pensé, mais là, tu me demandes. Je suggère de le faire et de le montrer ça l'année prochaine. En fait, c'est sûr. Il y a plein d'explorations à faire ensemble. Oui, bonjour Denis. La DCLR a une dynamique de 14 bits, la CCD 16 bits, mais vous ne voyez pas de différence au niveau du traitement d'image. Le secret, là, je vous le dis, c'est prenez-en des images. Prenez-en les 2-3 heures de temps. Vous allez accoter les deux. Vous avez vu les CCD, j'avais moins d'étoiles avec la HL3 en 10 minutes, mais quand je l'ai fait en 10 minutes, j'ai refait la DSLR. La DSLR, je n'ai pas fait les 2-3 heures encore. Mais oui, je viens de fonciel, comment il y a des clés. Avec Pixelsat, on a des fils pour adoucir le fonciel parce qu'il manque de signal, à part signal bleu, on appelle. Mais rien, ça se fait tout seul. Vous laissez programmer votre séquence, 25-30 images, laissez ça aller, tant que ça lit bien, puis 15 images. Allez faire votre vaisselle, allez voir votre femme, allez voir le bois. C'est ça la merveille aujourd'hui des technologies. Comparativement dans le temps. En tout cas, c'est intéressant quand tu en parles. Ça va tourner avec ça. Oui? Oui, pour une caméra CCD avec un fil H-alpha, j'ai vu qu'il y a beaucoup de détails dans les galaxies qu'on va chercher par rapport à une non sans fil. Est-ce qu'il y aurait la recommandation de toujours prendre des photos de n'importe quelle galaxie en H-alpha? Oui, ça dépend de ce que vous faites. Là. Si vous faites juste de belles photos, ça a l'air quand même. Parce qu'il y a un coût à ça. La CCD, elle soit sensible. Si vous achetez une CCD à matrice couleur, comme une matrice d'ailleurs, comme on a vu avec des DSLR, vous n'aurez pas la sensibilité autant que si vous en achetez une monochrome sans anti-blooming. Moi, j'ai déjà cherché le top. Sans anti-blooming, vous avez vu l'efficacité quantique, vous pouvez chercher au maximum les photons. Puis quand je m'invite à chaque fois, je regarde les résultats que je vous trouve. Mais ça, le fait à chaque fois, si vous faites de la science, mais ça vous prend une CCD sensible, monochrome, pas avec le matrice d'ailleurs dessus. Si vous faites la photo, dis-moi, ça dépend de l'eau, c'est quoi vous voulez faire. C'est toujours ça. C'est quoi je veux faire avec une CCD ou des SLR? Avec une photo, je faisais des chums. Oui, il y a des SLR, ça n'a pas su pas. Ça fait là.
galaxies, tout ça, envoyer une CCD. Mais même une DSLR, je pense qu'il faut faire la recherche des codes arrière. L'année puis là, qui avait photographié les avions militaires, l'année passée, nous avons montré les codes arrière qui étaient détectés dans le 13 et 15. Donc ça m'a fait, wow! J'avais fait des photographies des étoiles qui se déplacent dans le ciel avec des mouvements forts, on l'a fait avec Bar Nord, puis l'autre on fait avec 3 4 étoiles. Avec les années, tu vois les étoiles bouger. C'est pas une planète, c'est des étoiles qui vont. Donc il y a énormément de projets que tu peux faire en CCD. Il s'agit de vous d'établir c'est quoi vous voulez faire. Si vous voulez chercher des nébuleuses dans les galaxies, achetez-vous une CCD à chaque fois. Là, vous allez chercher le plein potentiel. Mais c'est juste la photo conventionnelle des solaires. Pour faire le foyer de nuit, Ah, monsieur. pour faire le foyer de nuit, est-ce que tu peux utiliser la même technique? Est-ce que tu as utilisé la même technique pour le DSLR? Non. C'est la même affaire des SLR CCD. Les dark frames, les bias, c'est la même technique. Mais le foyer, parfois avec le DSLR, avec des images assez intenses, on peut faire live view. On va utiliser ça. Est-ce que ça peut aider? Moi, je ne savais pas du live view dans le cas. J'utilise le logiciel, soit background iOS, mais moi, maintenant, je suis avec Maximilian. Donc, le Maximilian, il y a une fonction de focus. Parce que tu vois comme une espèce de colonne, c'est comme une cloche. Là, tu vas chercher le maximum de value et le minimum de groupe et masse maximum. Ça fait des photos. Mais je sais qu'avec les DSLR, ils utilisent le masse de platina. Mais ça, dans le platina, il faut que tu sortes dehors pour que tu mettes ça dans la partie. Mais moi, je t'en viens. Je fais ça à la fonction de focus. Le Focus Max, c'est un logiciel gratuit. Si vous avez un focuseur électrique avec un encodeur, important encodeur, il va vous le faire automatique. Et si tu fais focus, il fait ça automatique. Ça prend 60 secondes. Une dernière, peut-être? J'en ai. Il y a eu quelques années avant. Non, dans le fond, c'est pas une question, c'est une précision pour être direct sur la question. Il ne faut pas oublier que le filtre à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il va bloquer tout ce qui n'est pas le signal de plus route. Autrement dit, ce qui paraît plus contrasté d'avoir une photographie d'une galaxie de chaque fois, c'est nébuleux, mais le reste de la galaxie, au contraire, est très atténué. Donc, si vous voulez faire la photo de galaxie générale, le filtre à chaque fois, au contraire, il ne faut pas l'utiliser. Donc, Ça, pour les nébuleuses. oui, vous allez l'utiliser après coup, vous allez faire d'autres photos avec le HFR, vous allez peut-être additionner à votre autre image pour ressortir les nébuleuses en particulier. Autrement, au contraire, n'utilisez pas un filtre HFR pour les galaxies. Pour les nébuleuses gazeuses, oui, mais pas pour les galaxies. Une dernière question, Rémi? Oui, à un moment donné, je me demandais en mode de bord, est-ce qu'on va choisir l'anti-aliasing ou non? Parce qu'il y a deux choix dans le bas. On a l'anti-aliasing ou on a le ROC seul. Alors, tu prends le ROC natif. Aucune compression ou que ce soit anti-aliasing, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tu as deux choses dans le ROC. Tu as celui avec la courbure jaune, de même, là, puis tu as le ROC seul aussi. Tu as deux ROC dans une caméra. Moi, c'est une Nikon, là? Non, une caméra. Moi, j'ai pas plus de ROC. Il y a le ROC avec JPEG, puis il y a le ROC. C'est ça que je sais qu'il n'y a pas de ROC. Certains dans des menus, peut-être le modèle que tu as, en été pour moi, j'utilise le ROC, aucune compression. Donc, il est natif. Ça veut dire que même quand je prends l'image, je ne vois même pas la couleur. C'est celui qui est plus lourd un peu, hein, c'est ça? Je sais. OK. Et l'autre chose, est-ce que ça vaut la peine de mettre un petit peu plus d'influence si je voulais en acheter une 5D Mark II? Tu sais, un full frame qu'on appelle. Il faut le faire. Une caméra. Oui. C'est un vrai 35. Il est plus grand le capteur, c'est normal. C'est ça? Moi, je me dis, il n'y a rien que d'essayer. Ben, faites-la pas défiltrer, comme on dit. Faites pas d'erreur, j'ai fait. J'ai pas fait d'erreur. Les images qu'on a vues aussi que tu nous as présentées, là, ça, c'est en fin de compte, c'était vraiment traité dans Pixel Site. Oui. C'est Ça, ça. t'es traité dans Pixel Site. Parce que si tu nous as, on les avait vus tantôt, à partir de la caméra, il y aurait été, après le traitement qui devient très belle. Ah oui. C'est ça, hein? Effectivement. Quand vous regardez l'image bleue, Ouais. quand vous regardez l'image dans iOS, ça part, c'est la fin de jouer dans mon objet. Vous le dites, je me posais des questions, c'est la première fois que j'essayais ça. Ouais. Là, j'étais en couleur, je voyais quasiment rien. Il n'y a aucun ajustement de contraste. C'est quand il fait la comparaison, autrement dit, qu'il te ramène ton image. C'est là le traitement d'image avec Pixel Site. Faites un pré-traitement comme d'habitude, en builder, puis Puis eux autres, j'ai dû voir sur le site, ils disent qu'ils ne veulent pas le vendre à ceux qui sont membres des clubs, ils veulent le donner. Parce que si moi, je Pixel fais Site? Oui. Ah non,